Alors, je vais pousser ça un peu. Mesdames et messieurs les professeurs, chers invités, chères étudiantes, chers étudiants, nous sommes réunis ce soir à la Sorbonne, précisément dans cet amphithéâtre où Marie Curie a donné pour la première fois un cours le 5 novembre 1906. Nous sommes là pour réfléchir à un paradoxe qui traverse la Guinée et plus largement l'Afrique de l'Ouest. Celui des transitions promises au renouveau démocratique, mais suspendu dans l'incertitude, alors même que nos peuples continuent de réclamer des institutions crédibles, protectrices et justes. C'est un honneur singulier pour moi, en tant que leader politique d'un pays gouverné par une junte, de prendre la parole dans ce haut lieu du savoir et du dialogue des consciences. Je remercie chaleureusement l'Association de Sciences Po pour l'Afrique, ASPA, la Sorbonne African Business Club, SABC, et les étudiants de la Sorbonne pour le ESMA de m'avoir invité. Votre geste n'est pas seulement une marque de considération, il est aussi un acte de envers la parole d'un homme engagé depuis près de 2 décennies dans le combat pour la démocratie, les libertés et l'état de droit. S'exprimer ici impose un double devoir. D'abord, le devoir de rigueur, car l'auditoire n'ont pas besoin. Pour mieux appréhender les vrais défis afin d'identifier les bonnes stratégies pour les relever. Deuxièmement, le devoir de santé n'aspire pas seulement à voter, mais à vivre dans des États qui protègent, rendent des comptes et créent des perspectives d'avenir, notamment pour la jeunesse. Je parle en guinéen, en africain témoin d'une époque où les aspirations à la démocratie ont été souvent dévoyées et les espoirs d'alternance déçus. Le 5 septembre 2021, mon pays a cru tourner la page d'un 3e mandat illégal et ouvrir la voie à la restauration populaire. Hélas, c'est fut l'illusion nouveau suivi de désillusion, comme un peuple partout, lorsque l'armée s'empare du pouvoir et se présente en sauveur. Ce n'est pas la démocratie qui a failli, c'est sa trahison qui a déçu. Et c'est de cette contradiction entre aspiration populaire et transition suspendue que je ce soir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir d'abord sur la Guinée. Engager la réflexion sur l'échec de transition en Afrique de l'Ouest. La crise qui a favorisé la prise du pouvoir par l'armée en Guinée
est née de la décision de l'ancien président Alpha Condé de changer la constitution dans de s'octroyer le troisième mandat. C'est à cet effet que la loi fondamentale de 2010, qui garantissait l'équilibre, la séparation et qui verrouillait systématiquement les mandats présidentiels, fut changée. Ce coup de d'une répression sanglante, des dizaines de Guinéens furent tués, décédés par balles, et d'autres sont tués à vie. Ceux qui réclamaient le respect des constitutions et des serments furent traités comme des ennemis. Le pays entra alors dans une zone grise où la peur remplaça la loi et où la légitimité nous tenait. C'est dans ce climat de rupture, d'injustice et de... Le 5 septembre 2021, le coup d'État. Le colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui général d'armée, annonce le régime autoritaire et d'une ère nouvelle. Son discours fut accueilli par la plus grande majorité des Guinéens de la délivrance. Il promit en effet de mettre fin, j'ouvre les guillemets, au dysfonctionnement des institutions, des droits et à l'instrumentalisation de la justice, à la politisation de l'administration publique, à la gabegie financière, à la pauvreté, endémique. Fin de citation. Ce message, empreint de sagesse et de patriotisme, pensait-on, fit naître un immense espoir. Quelques semaines plus tard, la charte de la transition vient donner une assise institutionnelle aux engagements déclinés à l'occasion de la... Elle se voulait le cadre juridique du rétablissement de l'état de droit avec une nette séparation des pouvoirs. Elle prévoyait notamment la garantie du respect des libertés publiques et des droits de l'homme, l'organisation d'un dialogue inclusif, crédible, pour définir le chronogramme de la transition, diligent à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections inclusives et transparentes, l'interdiction pour le président, les membres du CNRD, du gouvernement et du CNT de se porter candidat aux élections. Cette charte de la transition devait être la boussole morale et politique de la refondation. Malheureusement, très malheureusement, le CNRD, dans sa gouvernance, le sens. La transition perdit son âme et la charte devint un instrument d'apparat invoqué pour justifier l'arbitraire plutôt que pour encadrer la vertu. Le dialogue national inclusif, qui devait constituer le cœur du processus de transition, ne vit jamais le jour. Les partis politiques représentatifs et les organisations de la société civile crédibles furent écartés. Dans cet environnement que naquit l'accord dynamique du 21 2022, qui était hélas le fait d'un arrangement diplomatique entre un CNRD qui va aussi longtemps que possible et la CEDEAO, désireuse de sauver la face suite à des échecs multiples dans la gestion des crises en Afrique de l'Ouest.
L'organisation sous-régionale a accepté en effet un calendrier irréaliste, sans garantie, sans mécanisme de suivi et sans la participation des acteurs politiques guinéens. Quant à lui, un bouclier diplomatique qu'il brandissait toute critique en piétinant en même temps chaque engagement. Aucune des 10 étapes prévues n'a été respectée. Mais la violation des droits de l'homme, des libertés, ni pause. En effet, on assiste aux assassinats impunis de jeunes manifestants guinéens été par les forces de l'ordre, alors qu'ils exerçaient un droit inscrit en bonne place dans la charte de la transition, manifesté dans les rues et sur les places publiques. Ils ont été abattus. Aucune compassion des autorités, aucune enquête pour identifier les auteurs des crimes, afin qu'ils soient déférés conformément à la charte de la transition et aux engagements internationaux de la Guinée. Rien de tout cela. Ensuite, on commence à assister aux disparitions forcées. Omar Silla, alias Fonike, figure du FNDC, ont été arrêtés le 19 juillet 2024, alors qu'ils projetaient une contre arbitraire des médias critiques. Depuis lors, on n'a aucune nouvelle d'eux. Alors, par les agents de la gendarmerie, trimballés au palais de la avant d'être envoyés dans les îles. Depuis lors, on n'a pas de nouvelles. C'est le cas notamment du journaliste Marwan Kamara, qui a été kidnappé alors qu'il était par la gendarmerie. Depuis lors, ni sa famille, ni ses avocats, personne n'a de nouvelles chez le journaliste. C'est le même cas de Simara, arrêté en plein jour. Jusqu'à présent, aucune nouvelle. Mais après, on assista à des kidnappings nocturnes de cadres. Le cas de Sako Abdou Sab, président du Forum des forces sociales. C'est le cas de l'ancien bâtonnier, Maître Traoré, qui ont été enlevés nuitamment devant leur famille, torturés toute la nuit et laissés en pleine brousse. Personne n'a su. Les autorités ignorent ni toute responsabilité, aussi bien dans les disparitions forcées que dans les kidnappings nocturnes de cadres. Aucune enquête sérieuse n'est diligentée pour retrouver ceux qui sont disparus ou pour identifier les auteurs des kidnappings. Mais tout le monde sait que c'est les forces de défense et de sécurité. Et ensuite, on a continué que des militants de partis politiques, des acteurs de la société civile sont arrêtés et détenus dans des endroits inconnus. Et tout récemment, c'est Large Adama Keita, le père du journaliste d'investigation, Babila Keita. Puisqu'on n'arrive pas à mettre la main sur le fils qui critique, on vient arrêter nuitamment le père. Depuis lors, personne ne sait où on l'a enlevé. Mais avant ça, excusez-moi, vous avez les morts suspectes. On les appelle suspectes parce qu'elles n'ont jamais été élucidées. Le général Sadiba Koulibaly, on l'a arrêté, radié, jugé et condamné. Mais on ne l'a pas détenu à la maison centrale. Personne ne savait, ni ses avocats, ni sa famille, où il était détenu. Un beau matin, on rend son corps
à sa famille. Il y a le colonel Célestin qui a été enlevé à son bureau en plein jour. 9 mois après, on convoque sa femme au camp Samori. On demande à un soldat de l'accompagner pour reconnaître le corps de son mari. On tire un tiroir. On dit: est-ce que c'est votre mari? Et reconnaît que c'est son mari. 9 mois après son arrestation. Toutes ces 2 disparitions d'officiers n'ont jamais été élucidées. Personne n'a assumé. Après, ce fut le tour du docteur Diopate, un grand pédiatre à Kankan, accusé d'avoir déchiré. On l'arrête violemment. Quelques semaines après, on rend le corps sans vie à sa famille. Aucune enquête. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés, des jeunes de l'UFDG, qui sont en prison et poursuivis. Il y a eu une préventive à la veille du référendum. Les forces de défense et de sécurité, aidées par certains qui nous ont quittés, qui connaissent les militants incorruptibles du parti, ils ont été enlevés. Certains sont détenus à la maison centrale, d'autres, je ne sais pas où il est. Ce climat de terreur était accompagné d'une réduction drastique des libertés publiques, avec l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musellement de la presse, illustré notamment par le démantèlement des équipements de radio et télévision, le retrait des bouquets de diffusion et l'annulation pure et simple des agréments des médias jugés critiques à l'endroit de la jeune et de sa gouvernante, les coupures d'Internet, etc., etc. Le 21 septembre 2025, le pouvoir a organisé un référendum constitutionnel censé ouvrir la voie au retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce scrutin, boycotté par la majorité des partis politiques, par tous les partis politiques et par toutes les sociétés civiles crédibles, n'avait en fait pour objectif que d'exonérer Mamadi Doumbouya du respect de son serment de ne pas se porter candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Malgré le boycott massif, le gouvernement a proclamé des résultats invraisemblables. Selon eux, il y a eu 86% et plus de participation, plus de 89% de oui. Chiffre largement, bien entendu, contesté par les observateurs indépendants. Ce miracle de référendum a renforcé la défiance envers la transition. Mais quelques semaines auparavant, en août 2025, à la veille de l'ouverture de la campagne, le ministère de l'Administration du Territoire a suspendu pour 3 mois 2 des principales forces politiques du pays, l'UFDG et le RPG. L'UFDG, le RPG et l'UFR, ces 3 partis représentent depuis 2010 près de 95% des suffrages exprimés lors des scrutins nationaux. C'est connu. Et ces 3 partis avaient appelé au boycott du référendum et n'avaient pas, bien entendu, participé au débat constitutionnel, ce qui a privé la transition de son pluralisme et ôté toute légitimité démocratique au processus. Cette nouvelle constitution, si on peut l'appeler ainsi, en autorisant implicitement la candidature de Mamadi Doumbouya, viole la charte de la transition, les engagements pris au moment de la prise du pouvoir, la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, ainsi que l'accord additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO adopté en 2001.
Parce que ces engagements, ces instruments interdisent aux auteurs de changements anticonstitutionnels de se présenter aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est dans ce contexte de défiance et d'exclusion que le pouvoir a annoncé l'élection présidentielle pour le 28 décembre 2025. Comment croire à la sincérité d'un scrutin quand les principales forces politiques sont suspendues, leurs leaders emprisonnés, contraints à l'exil? Comment croire à un retour à l'ordre constitutionnel lorsque les dispositions même de la charte de la transition, qui devait servir de loi fondamentale pendant la transition et qui interdisait aux dirigeants de la transition de se présenter, cette charte est écartée, et notamment ces dispositions relatives à la candidature des responsables de la transition. L'élection ainsi programmée n'est pas le couronnement d'un processus démocratique. De confiscation, l'illustration d'une transition détournée des premières, à savoir le droit de choisir ses dirigeants et la confiance du peuple dans ses institutions. Mesdames et messieurs, parler de la transition en Guinée sans évoquer un certain nombre de paradoxes, c'est ignorer l'origine profonde du mal, car derrière les frustrations sociales et les tensions politiques se cache une autre réalité. La Guinée est l'un des pays les plus dotés du continent africain, vous le savez. Les premières réserves mondiales de bauxite. On disait que c'était la moitié des réserves prouvées. Maintenant, on dit que c'est le tiers parce que quand même on exporte à un rythme important. Nous disposons le meilleur fer au monde encore inexploité, le ciment. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a des immenses ressources hydrauliques, des centaines de milliers d'hectares de terres arables. On assiste ces derniers temps à une exploitation, à une explosion de l'exploitation, de l'extraction et de l'exportation de la bauxite. Tenez-vous bien, la Guinée a exporté entre 2017 et 2024 40 milliards de dollars d'or d'exporter entre 2017 et 2022. Pour l'année 2025, les exportations de bauxite atteindront 200 millions de tonnes, contre 20 millions en 2015. Mais ces exportations n'ont pas eu d'impact réel sur les conditions de vie des Guinéens. Car selon la Banque mondiale, 47% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en 2025, contre 43% en 2021. C'est-à-dire que la pauvreté s'aggrave, malgré ce flux financier généré par l'extraction et l'exportation de notre bauxite. Mais cette manne minière a plutôt servi à quoi? Elle a servi à l'enrichissement personnel des dirigeants. Ils sont devenus les principaux investisseurs immobiliers en Guinée. Tout le monde le sait, on le constate. L'autre poste de dépense, c'est l'achat d'armes et d'équipements pour intimider et neutraliser toute volonté de les déranger dans leur confort, de gestionnaires exclusifs d'un territoire riche en mines et dont l'industrie mondiale en a fortement besoin aujourd'hui parce que les prix sont élevés et le marché est demandeur de nos mines. L'autre poste de défense, après l'enrichissement personnel des dirigeants, l'achat d'armes et d'équipements pour les forces de défense et de sécurité,
c'est l'achat de conscience des leaders d'opinion pour qu'ils disent que Mamadi est l'homme présidentiel qu'il peut garder, l'homme qui peut garder le pouvoir. Donc tout est investi pour la confiscation du pouvoir. D'abord la force, pour neutraliser toute velléité de les déranger dans ce confort, mais ensuite pour l'achat de conscience des leaders d'opinion pour qu'ils disent « Frère, Mamadi, c'est l'homme providentiel, il faut qu'il garde le pouvoir. » Lorsque vous voyez le flux de ressources, vous voyez qu'est-ce qui a été fait. Sur le terrain, si vous voulez, je vais parler des infrastructures que je connais, routières. Le réseau interurbain, il n'y a pas une augmentation d'1 kilomètre de route bitumée. Peut-être qu'il y a des investissements sur Koya du Berka pour la réhabilitation, mais de nouveau, les réseaux non bitumés, c'était Yomouzerekore, Kerawani, Kankam, Kankam Bela, Kindia, Telemele, Gawal, Boké, Gawal. Il y avait des projets que j'ai laissés, l'abbé Maliki Dougou, Lola Danane, Odjene Kankam par Mandiana. Mais il n'y a rien de nouveau. Même le réseau qui existait s'est dégradé faute d'entretien. Alors lorsque vous voyez les flux de ressources qui est arrivé dans le pays depuis ces dernières années avec cette explosion des exportations de bauxite, vous posez la question, où va l'argent? Mais vous vous rendez compte qu'ils distribuent les 4x4 sortis du Sud comme des galettes à des leaders d'opinion. Parce que la gouvernance s'est dégradée, la corruption endémique a augmenté. Alors, le projet Simandou, il va générer 17 milliards, il est en train de générer 17 milliards de dollars d'investissement direct dans le pays en 3 ans. 17 milliards de dollars. Au moment où on investit ce montant, la pauvreté augmente. Sans compter, je vous ai parlé de 40 milliards de bauxite, donc je ne vais pas me répéter. Et on va commencer à exporter le fer à la fin de l'année, et en 2006, jusqu'en 2036, jusqu'à 2035, on exportera 60 millions de fer. Le meilleur fer encore au monde, le fer du Simandou. Mais tous les contrats et les avenants conclus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet Simandou n'ont jamais été rendus publics, en violation du code minier et des engagements de la Guinée au titre de l'ITE. Cette opacité nourrit encore les soupçons et mine la confiance des citoyens envers la transition. Mesdames et messieurs, ce qui se joue en Guinée n'est pas un cas isolé, mais le symptôme d'une telle dérive qui traverse aujourd'hui une bonne partie de notre continent. Depuis 2020, il a été enregistré 6 coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest, 2 au Mali, 2 au Burkina, 1 en Guinée et 1 au Niger. Parce que vous savez, il y a eu 2 coups d'État au Mali. Je reviendrai là-dessus. Cette irruption des militaires sur la scène politique au motif de mettre fin à la mauvaise gouvernance et à l'insécurité finit toujours par la confiscation du pouvoir, l'aggravation de la corruption, la restriction des libertés et des droits de l'homme. Au Mali, après le coup d'État de 2021, la transition prévue pour 18 mois a été prolongée. En juin 2025, une révision de la charte a étendu la transition présidence à 5 ans renouvelables sans limite prédéfinie et a rendu éligibles les responsables de la transition. Les partis politiques sont dissous, leurs leaders harcelés en prison ou en exil. Ce qui devait être une parenthèse provisoire, c'est-à-dire la transition, est devenu un régime ordinaire, sans horizon électoral. Au Burkina, la junte arrivée au pouvoir par le coup d'État de septembre 2022 avait promis un retour à l'ordre constitutionnel. En 2024, un dialogue national a prolongé la transition jusqu'à la sécurisation complète du territoire.
un calendrier suspendu à un objectif indéfini. Au Niger, la junte qui a renversé le président Bazoum en juillet 2023 avait annoncé 3 ans de transition. Mais dès 2024, elle a conditionné le retour au pouvoir civil à la sécurisation totale du pays et à des réformes institutionnelles dont elle fixe seule le rythme. Aucune date de scrutin présidentiel n'a été annoncée. D'ailleurs, les chefs des 3 juntes se sont octroyés, chacun, sans élection, un mandat renouvelable de 5 ans par des assemblées ad hoc créées à cet effet et validées par les organes législatifs non élus que constituent les CNT. Mesdames et messieurs, Ousmane Diaye, journaliste et écrivain sénégalais, dans l'Afrique contre la démocratie, montre bien les difficultés d'instauration de cette valeur dans notre continent. Il affirme qu'il s'appuie sur des mythes commodes, le mythe du relativisme africain, selon lequel nos sociétés n'auraient pas la même soif de liberté et de démocratie. Le mythe de l'homme fort, censé garantir l'ordre en éliminant tout contre-pouvoir. Le mythe du développement autoritaire qui prétend qu'il faudrait sacrifier la démocratie à la croissance. Ces fables, écrit-il, servent de paravent au même projet. Soumettre la loi au prince et faire passer la suspension des libertés pour un remède au chaos. L'histoire demande ce récit. Partout où les contre-pouvoirs ont été détruits au nom de la stabilité, le résultat a été la tyrannie, la corruption, la volonté, la violence et la fuite des talents. Partout où le pluralisme a été respecté, la société a trouvé, même dans l'adversité, les ressorts d'innovation, de paix durable et de progrès. Mesdames et messieurs, l'instabilité politique qui secoue l'Afrique de l'Ouest n'est plus seulement une crise institutionnelle. Elle est devenue un moteur silencieux de l'émigration. Là où les transitions s'éternisent, où les élections sont confisquées, où les libertés sont étouffées, l'horizon se referme pour des millions de jeunes. Certains d'entre vous, d'ailleurs, sont victimes de cela. Privés d'emploi, de perspectives et de confiance dans la parole publique, ils quittent leur pays pour s'engager sur les routes du Sahara ou en empruntant des embarcations de fortune vers l'Europe. Ces fuites n'est pas seulement le fruit du désespoir individuel. Elles traduisent l'effondrement collectif des espoirs trahis. L'instabilité chasse les investisseurs, détruit les projets, accroît le chômage et pousse même les plus qualifiés à chercher ailleurs un avenir qu'ils ne trouvent pas chez eux. Les violences armées achèvent de déraciner les populations déjà fragilisées. Au Mali, au Burkina, au Niger, plus de 3 millions de personnes ont été contraintes par les conflits à quitter leur domicile. En 2023, la Guinée a été le premier pays africain demandeur d'asile en France. Pour beaucoup, franchir la frontière n'est plus un choix, mais un acte de survie. Une façon de voter avec ses pieds contre les États devenus incapables de protéger et de nourrir leurs citoyens. Tant que la région ne rétablira pas l'état de droit et un minimum de stabilité et de liberté, cet exode se poursuivra, vidant nos pays de leurs forces vives. Les conséquences de cet exode ne s'arrêtent pas à nos frontières et rejaillissent sur l'Europe et sur l'ensemble de l'Occident. Les arrivées régulières, souvent tragiques, nourrissent des discours de peur et d'exclusion. Elles deviennent le carburant politique des partis d'extrême droite et poussent au durcissement des législations migratoires. La détresse humaine est instrumentalisée, les valeurs d'asile s'effritent, les passerelles se ferment, la xénophobie progresse et fragilise les démocraties européennes, prises en étau entre leurs principes et leurs peurs. Ainsi, la mauvaise gouvernance qui pousse nos jeunes au départ devient à distance
un ferment d'instabilité politique sur d'autres continents. Mesdames et messieurs, la même instabilité qui pousse à l'exil déstabilise les économies, désorganise les forces de sécurité, ouvre des routes au trafic criminel. Les juntes militaires, accaparées par la conservation du pouvoir et la lutte contre les insurrections, relâchent le contrôle des frontières et laissent proliférer des circuits parallèles, un terreau idéal pour les trafics d'êtres humains, d'armes et de drogue. Pour la drogue, la Guinée en offre l'exemple. En 2024, plus de 100 kilos de cocaïne ont été interceptés à l'aéroport de Conakry. 600 kilos saisis au port. Et en septembre 2025, la douane sénégalaise a découvert à Kalifourou 272 kilos disséminés dans une camionnette venant de Conakry. Mais le phénomène est régional. Au Mali, au Burkina et au Niger, la poussée djihadiste favorise l'implantation des filières reliant le golfe de Guinée au Sahara et au Maghreb. Ces mêmes routes qui acheminent armes et combattants servent désormais aux cartels latino-américains pour inonder l'Europe en cocaïne. En fragilisant les États ouest-africains, les transitions militaires créent des zones de non-droit qui deviennent la première ligne d'approvisionnement des cartels vers l'Occident. Pour nous, cela détruit le tissu social, finance la corruption et nourrit les conflits. Pour l'Europe, elle accroît l'insécurité, gangrène les quartiers, finance le crime organisé et alimente les flux migratoires. Restaurer l'état de droit et des institutions crédibles en Afrique de l'Ouest n'est donc pas seulement une urgence locale, c'est une réponse globale aux fractures migratoires, aux crispations identitaires qui menacent la cohésion des sociétés occidentales. Bon, je vais conclure. Je vais conclure sur une page. Mesdames et messieurs, chers étudiants, ce soir, nous avons évoqué les désillusions de nos transitions, la confiscation des constitutions, la fragilité des comptes du pouvoir, mais aussi les mobilisations citoyennes qui rappellent que la soif de liberté n'a jamais quitté nos peuples. Permettez-moi de conclure en rappelant que rien de ce que nous avons dénoncé n'est écrit dans le destin de l'Afrique. L'instabilité, les transitions suspendues, les exils forcés ne sont pas des fatalités. Ce sont des conséquences de mauvaises politiques publiques. Il faut adopter d'autres politiques garantissant le respect de la loi, l'indépendance de la justice, la protection des droits et libertés des citoyens. Aux dirigeants élus, rappelons que le pouvoir est un mandat et non un droit. Aux juges qui sont les gardiens du pacte commun et non ses otages. Aux forces armées qu'ils doivent protéger la République, assurer l'intégrité territoriale et non gouverner le pays. Aux organisations régionales et aux partenaires internationaux que la stabilité ne vaut rien si elle se construit contre le droit et contre la dignité humaine. La démocratie n'est pas un luxe importé. Elle est la condition même de la paix durable et du développement partagé. Elle est le seul rempart contre les transitions sans fin et les fractures qui, de Conakry à Niamey, de Ouaga à Bamako, menacent de défaire nos sociétés. Chères étudiantes, chers étudiants, l'avenir repose sur votre vigilance. Refusez la résignation. Exigez la vérité des institutions. Rappelez que les constitutions appartiennent aux citoyens. Puissions-nous, à la Sorbonne, ce soir, dans cette salle, dans cet amphithéâtre, transformer cet échange en point de départ, que la rigueur des faits éclaire le débat public, que l'exigence du sens guide l'action et que la jeunesse africaine trouve dans le droit et la démocratie les armes pacifiques pour
pour libérer l'avenir. Je vous remercie de votre temps.